passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Et j'accueille à mes côtés Séverine Chavrier. Bonjour. Séverine Chavrier, bonjour. Vous êtes musicienne, comédienne et metteuse en scène. Vous êtes également la nouvelle directrice de la Comédie de Genève en Suisse. C'est une première pour vous ici au Festival d'Avignon et vous avez littéralement ouvert le bal de cette édition puisque vous jouez à 16h. Depuis hier et jusqu'au 7 juillet, vous présentez à la Fabrica Absalon Absalon où vous retrouvez votre amour pour la langue dense, tendue et intense de William Faulkner, 10 ans après, je crois, votre adaptation de ces palmiers sauvages. Faulkner, auteur états-unien, prix Nobel de littérature 1950, a passé sa vie à ausculter les racines du mal. Pourquoi l'écriture de Faulkner vous passionne-t-elle autant ? Ce qui m'a touché peut-être le plus chez Faulkner, c'est d'abord son rapport au son. C'est vrai que dans Tandis que j'agonise, par exemple, ça commence par ce cercueil en fait qui est construit en dessous de la chambre de la morte et qu'on entend comme ça très fort pendant un temps assez long, où dans Le bruit et la fureur, tout ce premier chapitre où l'enfant Benji, l'idiot, qui crie comme ça pendant tout ce chapitre. Donc c'est une véritable sensualité en fait des éléments. Et donc après le son, il y a aussi les odeurs. Il parle énormément, par exemple dans Absalon, il y a énormément l'odeur de la glycine qui est très forte, très entêtante. Ou dans des nouvelles, il y a l'odeur de la verveine, toute cette et aussi la nature comme ça tellurique qui est là, qui est proche, ces orages qui arrivent et qui font qu'ils n'arrivent pas à emmener le cercueil, ou et cette nature aussi forte, cette nature américaine, cette terre américaine. Et puis, je crois cette puissance évidemment humaine, quoi, d'aller au tréfonds de l'âme humaine et dans ce qu'on a appelé souvent le courant de conscience, c'est-à-dire de donner à tous ces êtres cette capacité de s'approcher d'une vérité à son rythme et de tenir une obsession et d'être vraiment dans les antres de la psyché, dans sa force aussi. C'est souvent des êtres qui préfèrent tenir une obsession qui tiennent en vie grâce à ça. Et c'est aussi tout un monde avant l'arrivée du mercantilisme et du capitalisme galopant qui fait que ces êtres sont encore dans ces possibilités-là et dans ces vertiges-là. Justement, dans Absalon, Absalon, la référence du titre, déjà, elle est biblique. Hein, c'est pour évoquer la révolte des fils contre les pères. Et dans le roman, l'action se passe dans le sud des États-Unis. C'est le sud hanté par la violence, un territoire humilié aussi par la guerre des sécessions. Faulkner, dans cette narration chorale, il fait raconter l'ascension, la folie destructrice et la chute du patriarche de la famille. Et comment vous avez travaillé à l'adaptation sur scène et cette nouvelle traduction qui fait presque exister une nouvelle langue au plateau ? Je pense que vous avez été sensible à la langue en français, l'adaptation. Comment vous l'avez travaillé ? C'est-à-dire, oui, c'est l'histoire d'une sorte de revanche sociale impossible, d'un homme donc, qui veut construire un domaine, qui veut devenir un grand planteur et qui veut surtout fonder une lignée et qui échoue à fonder cette lignée dans un délire d'engendrement comme ça. Donc j'aurais pu appeler le spectacle Au nom du père. Donc c'est une question... c'est beaucoup sur la question des pères et l'écrasement aussi, la volonté de se faire un nom, comme le disait Noémie Michel tout à l'heure, qui est ma dramaturge, de se faire un nom propre. Et on en reparlera plus tard. La langue de Faulkner, ce qui m'intéresse aussi,
c'est plutôt quelle liberté il me donne avec le plateau, quel enjeu de théâtre il me permet peut-être de donner. C'est-à-dire, moi j'aime la fidélité dans la non-littéralité. C'est-à-dire, je fais pas une adaptation à la table avec des choses prévues. Je travaille beaucoup avec mes interprètes. Avec un espace de jeu qui est une sorte de terrain de jeu vraiment, avec des choses scéniques, des objets qui permettent, ou un dispositif. Là, il y a un dispositif donc vidéo qui est très important pour moi, puisque c'est aussi l'idée que l'Amérique et nos sociétés occidentales sont des machines à broyer de l'image. En fait, ils nous broient par l'image. Et donc, il me semblait que chez Faulkner, il a beaucoup travaillé aussi sur la question des langues vernaculaires, enfin de donner la parole à tous. Ça, c'est Pierre Bergogneau le dit bien, quoi. Il s'est avancé comme ça, il a donné la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et donc, ça me donne la liberté aussi de travailler avec la langue de chaque interprète, et aussi la virtuosité de chaque interprète et la manière de s'exprimer de chacun. Et c'est peut-être cette choralité dont tu parlais qui me passionne en fait. C'est comment Faulkner peut ouvrir des enjeux de théâtre pour moi. Mais pour travailler la thématique de la domination patriarcale et économique des Blancs dans votre adaptation, vous avez voulu associer dans vos collaborations, justement, vous en parliez à l'instant, Noémie Michel, en tant que conseillère dramaturgique sur les questions de la diversité et des politiques de représentation, je cite le titre. Vous pouvez nous raconter ce que cela veut dire et comment cette collaboration a servi la pièce? Noémie, elle est là. Bonjour. C'est-à-dire ce qui est passionnant chez Faulkner aussi, et c'est que c'est une histoire de blanc regardée par des noirs. C'est des histoires de domination, et c'est aussi la grande histoire. Et Glissant le dit très bien, Absalon, c'est aussi le roman de l'impossible légitimité de l'Amérique à fonder une légitimité sur un territoire qu'elle a deux fois, sur deux crimes qui sont donc la traite des Indiens et l'esclavage. Et donc cette histoire de cet homme qui n'arriverait pas à fonder sa lignée, ça serait aussi une métaphore de cette grande histoire. Et donc ce qui est passionnant, c'est de voir d'où on parle. Évidemment, moi, européenne blanche, d'où je parle. J'ai choisi des interprètes des différentes origines, avec différentes virtuosités, et comment, en fait, par l'image aussi, on brasse des représentations. Et la mise en scène, c'est une affaire de signes, comment gérer les signes, en fait. Et donc, chaque chose fait signe. Comment arriver à créer des scènes qui sont politiquement, pour moi, justes, qui racontent aussi cette oppression, et cette oppression qui dure aussi. Ce qui est beau aussi, puisque la guerre de sécession est au milieu du roman, qui parle d'un fratricide, donc c'est une sorte de mise en abîme comme ça. C'est aussi qu'après après cette fameuse abolition, en fait, les choses n'ont pas changé, quoi. Donc c'est aussi toute une mystification, et comment l'histoire, par qui l'histoire a été écrite, et comment par notre travail, notre modeste travail, mais aussi par la force des interprètes, on peut réécrire autre chose. Et concrètement, la collaboration, ce dialogue-là, vous parliez de questions de légitimité ou d'où en parle la position. Donc dans ce dialogue-là, il y a des points de vue qui se croisent pour permettre comme ça cette choralité de points de vue et donner une vérité, en tout cas comme ça, de plusieurs focales. Comment ce dialogue-là, il a existé? C'est dans la distribution, c'est dans le choix des récits à privilégier dans une résonance contemporaine? Tout le temps, dans tout. C'est-à-dire dans les choix scéniques, dans les choix de matière, dans les choix de texte, dans le travail avec les interprètes, même dans les moments de discussion off. En fait, on a chacun aussi découvert sans arrêt nos impasses, et sans arrêt se mettre au travail sur ces questions-là, il me semble. Alors dans ce travail même je peux dire dans le son, pardon, mais il y a des moments où le son, la question du son, est-ce que la voix est devant, est-ce que la voix est derrière, est-ce que c'est des questions politiques aussi,
À toutes les échelles, évidemment la question de l'image, évidemment la question de lumière, comment on éclaire, comment on montre un visage, à quoi ça nous fait penser. Moi j'aimais quand j'étais passionnée par l'image et comment l'image en appelle d'autres en fait dans nos imaginaires. Voilà. Le cheminement par escalier. Dans ce travail d'adaptation, vous avez intégré au texte, je crois, certains éléments biographiques des comédiens et comédiennes. D'ailleurs, le casting s'est fait en s'attachant à leur histoire familiale ou professionnelle, en cherchant comment celle-ci, justement, on pourrait revenir à résonner avec les thèmes de la pièce. Dans quel souci vous avez cherché à créer cette résonance ? Le texte de 1936 vous a semblé daté ? Non, c'est vraiment cette question dont j'ai parlé tout à l'heure de paroles vernaculaires et puis des pères, comme pour moi c'était vraiment sur cette question-là. C'est vrai que petit à petit on a cheminé aussi vers ce que j'ai appelé des confidences ou des liens effectivement par les pères et par notre héritage en fait, comme dit René Char, quoi. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament, donc en fait... de quoi nous sommes héritiers. Et le roman, c'est aussi, on l'a pas dit, c'est toute cette histoire racontée à ce jeune Quentin, donc à un jeune garçon qui le raconte lui-même à son camarade d'université. Et donc c'est aussi comment il reçoit ça et quelle est cette chose trop lourde à porter, puisque dans Le bruit et la fureur, il finit par se suicider. Donc il y avait aussi... Qu'est-ce qu'il ne supporte pas dans cet héritage ? Et donc c'est vrai qu'aller chercher aussi la question chez les interprètes, c'était passionnant. Et même la question de l'oralité aussi. C'est vraiment un roman de l'oralité, c'est-à-dire on raconte à ce jeune, donc cette vieille dame Rosa, et puis son père qui lui raconte les histoires de son grand-père, et puis son camarade qui lui raconte ce qu'il lui aurait raconté. Et bon, c'est éminemment théâtral quand même la question de l'oralité. Et donc on a cherché aussi des espaces où cette oralité peut avoir lieu. Donc il y a ces espaces clos qui sont décrits dans le roman. Cette vieille tante donc, qui lui raconte beaucoup de choses, elle le reçoit dans un tout petit bureau clos avec des volets tellement il fait chaud. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur les voitures, la voiture comme évidemment Road et esprit de conquête aussi américaine, et l'habitacle de la voiture qui était une chose aussi, un endroit pour moi aussi peut-être de confession, en tout cas de perte, d'habitat. Enfin, j'aimais aussi cet autre espace clos. Alors, il y a l'oralité, mais il y a aussi la musique, la musicalité. Je l'ai dit, vous êtes musicienne, ce qui vous rend particulièrement sensible aussi à la musicalité des textes. Il se trouve que l'écriture de Faulkner y est très sonore. Comment vous êtes appuyé sur le rythme du texte pour en donner un relais sur scène ? Il y a un musicien sur scène, quasi en permanence, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, de prendre le relais par la musique. Oui, c'est-à-dire que pour moi, la musique, elle est un peu première il y a de la musique tout du long, et je ne sais pas travailler sans. En fait, pour moi, elle est aussi... elle est dans cette sensualité dont je parlais. C'est elle qui amène aussi les ambiances, la moiteur, la sensation, en fait. Elle touche direct. Parfois... Souvent, des fois, on me dit « Ah, cette scène, elle est bien », mais moi, je sais que c'est juste parce que la musique est bien. Hein. Donc, en fait, je joue un peu aussi avec ça. Mais c'est surtout que Armel Malonga, donc, qui est un bassiste congolais que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai déjà travaillé, c'était aussi le désir, évidemment, qu'il soit là, par son talent, par son écoute, par son sens aussi du plateau. Je voulais absolument éviter, pour moi en tout cas, et c'est sans doute d'autres gens le feraient très bien, la question un peu historique du blues, etc. Enfin, je pensais que c'était pas du tout ma question là, mais que c'était plutôt une musique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Armel ? Nous, on a fait un travail ensemble où moi j'étais au piano, lui était à la basse, et moi je jouais des petits Schubert, et puis lui il venait avec ses rumbas, et on faisait une musique comme ça nord-sud que je trouvais en tout cas juste, en tout cas un endroit de rencontre. Voilà, modeste et juste, et donc je savais qu'il amènerait aussi tout ça, toute sa force actuelle, quoi.
Alors, il y a aussi le rapport à la durée. Vous aimez prendre le temps pour déployer des grandes épopées théâtrales qui donnent à voir dans le même mouvement le chant et le hors-champ, notamment au travail de la vidéo, grâce au travail de la vidéo dont on a parlé aussi tout à l'heure. C'est quasi présent dans toutes vos pièces. Pourquoi est-ce important pour vous de prendre ce temps au théâtre aujourd'hui ? Là, la pièce, elle fait 5 heures, 3 parties, 2 entr'actes. C'est vrai que c'était pas facile de raconter cette épopée en peu de temps. C'est le temps. Le temps, c'est musical, c'est-à-dire l'organisation du temps. Et puis, quand même, ce qui est magique, c'est aussi, ce qui est même résistant aujourd'hui, c'est de se retrouver dans une salle ensemble, déconnectés et partager en même temps qu'on organise. Donc, c'est assez rare quand même. Donc, mais je crois que c'est surtout. En tout cas, si je suis très sincère, j'ai pas le projet d'un temps au départ. C'est-à-dire, je crée une matière avec mes interprètes et ensuite j'essaie de la construire, de l'organiser. Mais je dis pas, tiens, ça va faire 5 heures, ça va faire. Voilà. Et là, pour moi, le temps long, il vient aussi de la question de l'image et du plan séquence. C'est-à-dire de tout le temps aller chercher avec la caméra la fragmentation des corps et aussi le fracas des temps, puisqu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps du jeune à qui on raconte, mais il y a l'histoire passée et il y a le temps présent de la représentation où on a voulu montrer des gens qui continuaient à être exploités au travail. Et dans d'autres salles, ça sera peut-être encore plus intéressant parce que... encore, je ne sais pas, mais puisque ce sera dans les dessous du théâtre. Là, il n'y avait pas la Fabrica, donc c'est derrière. Mais il me semble que le temps aussi de traverser et de revenir et de piétiner, et c'est aussi un temps chez Faulkner, c'est-à-dire il s'approche toujours, c'est toute cette question du dévoilement et du différé que Glissant a bien expliqué, c'est-à-dire on s'approche d'une vérité et puis elle échappe, alors on s'en réapproche. Et il y a quand même l'idée d'une enquête, quoi. Ces 2 jeunes garçons, ils font aussi une enquête sur cette histoire. Alors, Séverine Chavrier, on est pris par le temps, mais j'aimerais quand même vous faire écouter une petite voix avant de nous quitter. It is about 1,000 acres, 366 and a fraction are cultivated in corn, maize. Ma ferme a 50 hectares. Nous cultivons les céréales et du foin pour nourrir le bétail et les chevaux. In cultivating the farm, do you use... Employez-vous un matériel moderne dans votre ferme? Some, I have 3 families of Negroes, about 50. En partie, j'ai 3 familles de Noirs, 15 personnes en tout. Nous avons 2 tracteurs, un grand et un petit, 2 mulets et 2 chevaux de labour. We have 1 or 2 workhorses. Which do you consider more important? Considérez-vous votre œuvre d'écrivain ou votre travail de fermier comme plus important? In your own feeling, which do you consider more important? Neither are very important. The farming is... Mon activité de fermier, car plus de personnes en dépendent. Une archive avec la voix de Faulkner diffusée dans la compagnie des auteurs de Mathieu Garrigou-Lagrange sur France Culture. Séverine Chavrier, est-ce que vous croyez William Faulkner quand il dit que son travail de fermier est plus important que son travail d'écrivain? Alors vous savez que Faulkner a beaucoup joué de mensonges biographiques, de tentatives de virilité aussi quand même. Il jouait qu'il était blessé par la guerre alors qu'il n'y est pas allé. D'ailleurs, c'est un auteur en même temps. Hein. Il a besoin. Voilà, beaucoup d'alcool surtout, beaucoup d'alcool. Et on saura tout. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, je pense que je dirais pas ce que je pense d'Absalon après l'avoir tant parcouru, mais je pense que comme chez tout artiste, il y a aussi des choses qui échappent, quoi, des choses qui sont purement matérielles, là, tout de suite. Est-ce qu'il a eu vraiment le temps de relire certaines choses? Je ne sais pas. Il y avait beaucoup l'idée aussi de travailler pour gagner sa vie. Merci, mais Séverine. Là, ce qui est intéressant, c'est évidemment... mais on ne va pas ouvrir le sujet, mais la machine, l'être humain, etc. Absalon, du 23 juin au 7 juillet à 16h à la Fabrica. Merci, Séverine Chavrier.
bientôt. Ouais.